Moi j'étais hyper bricoleur et en fait je commençais par des trucs comme ça tu vois à l'époque et de 6h à 9h je me formais, c'était le moyen de quitter mon taf. Quand tu peux vivre de ta passion c'est quand même charmé donc... Savoir qu'en fait ton taf c'est ce que tu fais 80% de ton temps. C'est clair. C'est ce qui fait vivre. Tu remarqueras que Guillaume, sa philosophie c'est tout le temps ça aussi. Je veux qu'il vive dans un monde de paix. Ça tourne NT-USB. Et clap. Je sature moi non? Ah non c'est ton clap qui sature. Non c'est le clap. Ok ça va. Ok, bon, comment il va là? Bah écoute, ça va et toi? On est là. Ça fait longtemps, putain. Ah, c'est super. Ouais. C'est pas comme si on avait une coupure de micro juste à l'instant. Non, mais voilà, pas du tout. C'est nickel. C'est quand la dernière fois que je suis venu ici déjà, moi? Bah écoute, ça fait un moment. La dernière fois que t'es venu, c'était pour le tournage Insta 360. Oh putain, la Go 3. La Go 3, voilà. Je me On a rappelle. fait du coup le tennis. Ouais, c'était stylé tennis. On devait récupérer mes chaussures de tennis plus ma raquette. Pour que ça Ouais, fasse quand même plus pro à l'image. exact. Et du coup, on était passé ici pour après aller dans un club près de C'était Sainte-Foy-les-Lyons. Ouais, Il était stylé Sainte-Foy. en vrai le terrain de tennis. Le club était stylé, ouais. Même la vidéo, elle a bien marché et tout, c'était Ouais, cool. bah c'était cool, elle a fait 200 000 vues, je crois, c'est ça. Putain, 200 minutes, comment tu sais? Comment tu sais? Putain, c'est marrant, putain, C'est c'est ouf, j'ai des réponses en avance. Je dirais que, en fait, il a deviné. D'ailleurs, je regardais quoi comme vidéo avant moi? Le mec que je regardais sur YouTube tout le temps. C'est pas. Devine. Oh! Devine Super Trump. Oh putain, il Ah, connaît, c'est incroyable, c'est incroyable. En fait, tu connais, incroyable, trop Putain, fort. mon micro sature. Ah, Incroyable. t'inquiète. C'est le mien qui sature là? Non, c'est le mien, je crois. Ouais, le mien aussi. En je même crois. temps, normal. Bon, faut qu'on arrête de gueuler. Ouais, du coup, je disais. Ça parlait comme ça. Bon, alors du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie de Fabien. Yes. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton parcours, un peu, donc comment t'en es arrivé là, comment c'est connu, parler un petit peu de vidéos, de social network, hein, Ouais, qu'on appelle on va dans le pouvoir- milieu, d'Instagram, de Facebook, parler un petit peu aussi de dev perso, Ouais. parce qu'il y a un sujet que j'aimerais bien aborder avec toi. Et puis voilà. Et je vais d'abord te laisser te présenter. D'accord. Et vas-y. Parce que je parle vite. Ils me mettent des bâtons dans les Ils roues. mettent des bâtons dans les roues. Donc moi, c'est Fabien Nedelec, aka Friend Shooter, pour ceux qui connaissent sur Instagram. Pourquoi Friend Shooter d'ailleurs? Parce que c'est le français qui tire. C'est le français qui tire. Non, donc voilà, moi à la base j'étais mécano pendant 10 ans, pour ceux qui ne le savent pas, 9 ans pour être précis. Travaillé chez Volkswagen, Audi, Jaguar Land Rover, bref, une ancienne carrière, parce que j'avais fait mes études là-dedans. Et je faisais un peu de vidéos le week-end, le soir, chez moi, vite fait, pour le fun, avec une GoPro Hero 3 Plus Black Edition à l'époque. Donc pour vous dire, ça date. Et donc en fait, il y a mes potes d'enfance qui me disaient souvent putain, tu devrais te lancer dans la vidéo et tout. Et moi, bah, je les écoutais, plus ou moins, je disais ouais, ok, ça a l'air cool, mais putain, c'est du taf et tout quand même. Et en fait, je sais pas pourquoi, à force, ils me le répétaient tous les ans quand on allait faire des vacances au ski ensemble ou qu'on faisait même d'autres trucs, tu vois. Je me souviens d'un truc, putain, anecdote. Je m'étais fabriqué un truc quand la GoPro Hero 3 Plus Black Edition était sortie, je l'avais acheté du coup, et je m'étais fabriqué un truc, mec. En Bretagne, tu sais, c'est plat, tu peux pas trop faire du MTB, du mountain bike, des trucs vénères, mais moi je kiffais ça, et en fait je pouvais pas en faire. Du coup, je m'étais fabriqué tu vois, sur mon casque, j'avais un helmet, un casque gueule de loup là, et j'avais fait un trou en haut du casque, j'avais chopé une tu sais, les supports de roulettes là, de meubles qui roulent, je l'avais fixé en haut, j'avais foutu une tige, c'était un manche à balai, un genre de manche à balai en métal, et en fait d'un côté j'avais mis un petit peu de poids, de l'autre côté j'avais mis la GoPro qui me filmait, et je le faisais tourner en 360 comme ça, et je faisais du vélo. Et tu vois, c'est de là en fait que viennent les hyperlapses, c'est le truc qui tournait autour de moi comme ça, et il me filmait en même temps. Tu vois ou pas? C'est ultra stylé. Mais c'est abusé. C'est trop Mais stylé. les mecs déjà créatifs. Ouais, quand j'étais mécano. Mais en vrai, c'est un atout d'avoir été mécano, parce qu'en fait, t'es un peu technicien quand les techniciens de l'image, les électros et tout, ils sont un peu mécano, tu vois, ils bricolent des trucs et tout. Et moi, j'étais hyper bricoleur, et en fait, je commençais par des trucs comme ça, tu vois, à l'époque, je faisais des plans déjà hyper créatifs, ça me faisait trop kiffer. Et donc, mes potes ont insisté là-dessus, j'ai commencé à me motiver, à acheter une formation qui s'appelle Full Time Filmmaker, la formation américaine de Parker Walbeck, qui a bossé en fait pendant 4 ans avec Devin Supertramp, un mec que je suivais beaucoup sur YouTube à l'époque et qui m'a vachement inspiré. Et j'ai suivi cette formation le matin, je me levais à 6h, tu vois, je commençais à 9h du mat le taf en tant que mécano, et de 6h à 9h je me formais, le midi je rentrais chez moi, tu vois, j'étais à 5 minutes en voiture, j'avais 2 heures de pause, je rentrais chez moi, je mangeais devant mon ordi pour me former, j'apprenais, en fait je bouffais des tutos, des formations, des vidéos sur YouTube, etc. Je repartais bosser à 14h, je rentrais le soir à 18h, je reprenais la formation jusqu'à me coucher tard, et parfois voilà, je geekais
pratiquais de temps en temps, mais la plupart du temps, je me formais. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à évoluer vite et à faire des premiers mariages, des premières prestas. Et en fait, voilà, un jour, Guillaume Bruchon, aka notre boss aujourd'hui, et mon associé. Et notre patron. Ouais, maintenant, c'est mon associé. Et du coup, voilà, il m'a recruté sur une story. Il a fait une story sur Instagram pour aller à la réunion avec lui. En tout cas, il cherchait un filmmaker. Et moi, ça me faisait trop kiffer. C'était le moyen de quitter mon taf. Et du coup, il cherchait quelqu'un. Moi, ça me motivait trop. C'était un moyen de quitter la mécanique. Je savais pas comment me reconvertir. Et là, il y avait la story de Guillaume qui dit je cherche un filmmaker. J'ai postulé. J'étais sélectionné parmi 50 ou 60 profils. Ah, quand même. Ouais, et après à la fin il en restait 3 je crois, ou 4, et avec Gwen, son ex, et son frère, ils ont regardé la vidéo chez lui je crois, enfin les 4 vidéos, ils ont fait une select, ils m'ont choisi moi, il a fait des visios en tout cas avec chacun, et il m'a dit vas-y mec, tu pars à la réunion avec moi dans 2 semaines, et là je fais mec dans 2 semaines c'est chaud, je suis en CDI dans une boîte, je vais pas lui dire dans 2 semaines je me barre, et en fait c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mes congés en speed, je suis parti à la réunion avec Guillaume et il m'a embauché au sommet du Piton des Neiges en me disant mec, je veux que tu sois mon filmmaker, viens à Lyon. Du coup j'ai traversé la France, déménagé et tout, c'était un sacrifice quand même, parce que j'avais ma vie en Bretagne, mes amis, ma famille et tout. Mais voilà, grosse motivation parce que projet professionnel oblige, et puis passion en tant que vie pro, c'est quand même important. Et quand tu peux vivre de ta passion, c'est quand même charmé, donc c'était l'objectif. Et voilà, et donc maintenant on est là. La vidéo, du coup, comment t'en es venu à ça? Enfin, comment tu t'es dit, ok, la vidéo, ça me fait kiffer? À quel moment de ta vie tu t'es dit, putain, la vidéo, c'est cool? Et déjà, comment t'as découvert ça, en fait? En vrai, tout à l'heure, je te disais, Devin Supertramp, je sais pas si c'est vraiment ça, parce que avant même de regarder les vidéos sur YouTube, je crois que c'est en 2005 ou vers là où YouTube a commencé, ensuite 2010, il y a Devin Supertramp et tout qui est arrivé. Avant ça, tu vois, je regardais beaucoup de films en boucle, je regardais les films, les cassettes de mon père et tout, et j'étais ultra fan de certains films, genre les premiers Pirates des Caraïbes, je sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé, mais genre le tout premier il date un peu, non? Tout premier, c'est dans les années. Je crois qu'il est de. Non, il est 2009, non, il est 2002, je crois. 2002 ? Je crois, ouais. Waouh, tu vois, et ça c'était un des films 2002, que je kiffais trop et que j'ai regardé au moins 10 fois. Et ce genre de film, tu vois, ça motivait de ouf à faire. En fait, il y a eu YouTube qui arrivait après, et quand j'ai vu ce que les filmmakers ou les gens pas forcément réels pouvaient faire tu vois, sans sortir des millions d'euros et tout, pouvaient faire des films stylés, je me suis dit putain, c'est stylé, vas-y, je vais m'acheter une GoPro déjà juste pour faire ça. Et en fait, la GoPro Hero 3 Plus Black Edition, première vraiment caméra que j'ai pris. Et donc là, c'est là, tu vois, je te raconte mes trucs là où je faisais l'hélicoptère, pas avec mon zizi, mais avec mon casque et la GoPro. Et donc ça, c'était les premiers trucs. Mais après, il y avait des timelapses. Putain, mon premier timelapse, mec, si je le retrouve, c'était chez ma mère en Bretagne et tout. Je devais avoir 18 piges. Tu vois, je l'ai découvert tard quand même la vidéo, genre quand je suis un peu après. Ah non, maintenant, quoique. Si, après que je suis sorti de l'école en fait. Je pense que je suis sorti de l'école vers 18 ans. Et en fait, j'ai travaillé 9 ans en mécanique en faisant de la vidéo le week-end, mais sans me rendre compte que j'allais vraiment m'y mettre un jour. Et en fait, je pense qu'il y a un moment où aussi tu te dis, si t'aimes pas ton taf, que tu fais, même si ça fait des années que tu le fais et que tu penses que tu peux rien faire d'autre, en vrai, si tu te motives vraiment à fond et que t'es passionné par le truc et que tu te dis, en vrai, si les autres peuvent le faire, il n'y a pas de raison que je puisse pas le faire, tu vois. Et ça, c'est valable pour beaucoup de choses. Tu vois, si je me dis les prochains projets, on va tourner avec une Red Komodo, mais depuis ça fait combien de temps qu'on se dit putain non mais attends, Red Komodo c'est quand même dur, c'est quand même chaud, c'est quand même un step au-dessus. Si on le fait pas, on saura pas. Et je me dis, si la plupart des gens arrivent à filmer avec ça, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Et je pense que si tout le monde se disait ça, il y en aura plein qui quitteraient leur taf qu'ils aiment pas, tu vois, genre des boulots de caissier, des boulots de mécano, des boulots de laveur de vitres, des trucs chiants, tu vois. Après, il y en a qui peuvent kiffer ça, tu vois, moi c'est une sécurité et tout, mais pour faire vraiment ce qui les passionne et ce qu'ils kiffent, tu vois. Et ça, ouais, quand tu l'as passé le step une fois, je pense que t'as compris le truc. C'est juste que de motiver les gens à le faire, c'est un peu difficile. Moi, j'ai des potes qui ont continué dans des boulots qu'ils aiment pas forcément, ça fait 15 ans qu'ils le font, et en fait ils le font pour la sécurité, je pense, mais aussi parce qu'ils y trouvent dans leur boulot une certaine satisfaction, dans le sens, tu vois, moi quand j'étais mécano, j'aimais pas la mécanique, mais tu trouves un truc, et moi le truc par exemple dans la mécanique, c'était d'aller conduire des belles bagnoles, et c'est pour ça qu'après quand je suis revenu, parce que j'ai quitté la mécanique à un moment pour faire commercial en faisant du porte-à-porte,
quand je suis revenu en Bretagne pour refaire de la mécanique, je me suis dit je veux pas travailler chez Renault, je veux pas travailler chez Peugeot pour conduire des petites bagnoles, je veux travailler au-dessus. C'est pour ça que j'étais chez Jaguar et Land Rover, c'était pour conduire des belles bagnoles. Et ça, c'était le seul moyen de me satisfaire, de me dire putain, je vais refaire un boulot que j'aime pas forcément, mais je vais trouver une satisfaction. Et je pense que beaucoup de gens se trouvent une satisfaction dans la facilité, les horaires, c'est ça et ça, il y a pas de prise de tête, il y a pas de responsabilité. Mais derrière, si t'es pas heureux, si tu kiffes pas le matin. Pardon, c'est le burger. Si tu te lèves pas le matin avec une motivation de ouf à aller bosser juste parce que tu kiffes ce que tu fais, bah c'est pas ouf, tu vois. Genre, je préfère. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous qui regardez. Ça se trouve, vous êtes là pour le développement personnel. Je suis d'accord avec toi, dans le sens où. Déjà, faut savoir qu'en fait, ton taf, c'est ce que tu fais 80% de ton temps. C'est clair. C'est ce qui fait vivre. C'est ça. Donc, déjà, c'est de base, tu te lèves le matin et que t'as la boule au ventre en sachant que tu vas ton taf et te dire putain. Et moi, c'était ça. J'ai des collègues qui me font chier, vas-y, mon taf, j'aime pas ce que je fais. Et encore, je pense le pire, c'est même pas c'est important d'aimer ce que tu fais, mais je pense le plus important, c'est l'ambiance que tu as au travail, tu vois. Ouais, l'ambiance. Je pense, mec, si tu peux avoir le meilleur taf du monde, c'est une ambiance de merde. Ah ouais, mec, c'est impossible. Même si autant tu peux avoir un boulot pas ouf, mais si t'as des collègues et que tu t'entends hyper bien, t'as un patron cool, ça peut encore passer, tu vois. Ouais, ah ouais. Passer parce que tu dis, putain, fais chier, je vais faire ça, mais je vais voir ça, je vais voir lui et lui, ça va être cool, c'est sympa, tu vois. Ouais, et quand t'as les deux combinés, genre, pour moi, c'est mon cas et je pense toi aussi. Enfin, tu vois, c'est le quand kiff, on va en post-prod et que Ariane nous raconte des tu préfères de l'espace, en vrai, ça te met de bonne humeur direct, quoi. Alors, tu préfères faire ça ou ça? Non, mais faut dire que ça me met de bonne humeur et c'est super important d'avoir des gens, enfin une ambiance où c'est pas malsain, tu vois, où les gens se tirent vers le haut et pas où tu crains d'aller au travail. Tu vas pas reculant en mode putain, lui il va se moquer de moi, tu vois, il me regarde de travers, j'aime pas la façon dont il me parle, tu vois, ce genre de truc, ce genre de profil. Mais ouais. Et souvent, je sais que mais j'ai des potes à moi, tu vois, qui me racontent, tu vois, quand c'est dans des grosses boîtes, souvent qu'il y en a un qui va foirer un truc, bah l'autre va en profiter pour le descendre, tu vois. Parce que je trouve complètement nul, parce que en fait, c'est quoi, c'est ton collègue ou c'est son ami en fait. Et ça arrive dans beaucoup de boulots. Et ça, c'est dans beaucoup, surtout les grosses boîtes, je trouve que c'est comme ça. Pour au final que toi tu montes en échelle et que l'autre il descende, quoi. C'est ça. Comme en prépa, tu vois, en études pour les concours, bah c'est pareil, tu vois, mon frère quand il m'a raconté un peu comment ça se passait, pareil, en fait le but c'est d'être le meilleur, tu vois. Et pareil, si les mecs ils peuvent te gratter, ils vont le faire absolument, tu vois. C'est marrant parce qu'on en parlait ce week-end avec le copain, justement le mec de la copine de Mathilde là, qui bosse chez Free, enfin il bossait chez Free, maintenant il bosse chez Bouygues. Exactement le même discours, c'est un truc de ouf, c'est marrant parce qu'on en parlait, il disait un mec avec qui il travaillait pendant longtemps, pendant, je sais pas, peut-être 2 ans, je sais plus, je dis peut-être une connerie, mais alors que lui ça fait 10 ans qu'il est là, le mec au bout de 6 mois, il a eu méga prime et il a augmenté et genre il le voyait plus en tant que technicien. Et en fait il s'est dit, ils se sont revus, il a dit mais t'es passé où, tu fais quoi maintenant, t'es pas technicien, t'es dans les bureaux et tout. Et en fait le mec il a craché sur la gueule, c'est quand tu craches sur la gueule des autres techniciens en balançant les conneries qu'ils font, que tu prends de l'estime avec les personnes qui sont plus hautes gradées, parce que tu balances les autres, tu vois, c'est ouf. Et du coup, ils te prennent plus au sérieux et du coup, ils te font grimper. Alors que lui, ça fait 10 ans qu'il est là, il voit ses collègues techniciens qui balancent des papiers par terre ou qui dénudent mal un fil ou une connerie, il va pas les balancer, il va pas les rapporter ça au supérieur, mais du coup, il a jamais été augmenté, il a jamais eu de prime. Et là, il a capté le système, il s'est dit putain, mais en fait, c'est des baltringues. C'est les mecs qui arrivent à monter des baltringues. Et moi, je me dis, putain, je suis pas une baltringue pourtant. Non, mais c'est pas pareil, mais dans notre métier, mais dans ces métiers-là, avec une grosse ce genre de hiérarchie et ce genre de boulot, manuel et tout, comme ça, ça marche souvent comme ça, en mode, pas que tu balances l'autre ou tu craches sur sa gueule alors que c'est ton collègue, tu vas pas forcément monter, mais c'est quand je sais pas, pourtant, le mec, il était pas forcément bon et ça faisait 1 an qu'il était là, quoi, tu vois. Ouais. Donc il m'en a parlé et je le voyais m'en parler, tu vois, ça le dégoûtait de lui ne pas évoluer, ne pas machiner, enfin bref. C'est marrant parce que du coup ce que tu viens de dire c'est un peu pareil, tu vois. Mais c'est exactement ça. C'est ouf. Horrible, mais c'est horrible, mec, mais déjà... Déjà la boîte où on a tourné avec Anto, c'était vraiment ambiance grosse boîte. Ouais. Et les gens, tu vois, ils se connaissent même pas entre eux. Ouais, qui se parlent pas trop, tu sais, qui sont un peu coincés ou quoi. Enfin, c'est vraiment le genre d'ambiance de travail que moi je suis pas trop fan, dans le sens j'aime bien quand c'est froid, petit,
quand c'est familial, tu vois, ouais, tu peux parler, t'es toi-même, tu vois. C'est plus chaleureux et tout. Alors que dans les grosses boîtes, c'est froid, non? Il y a pas une ambiance un peu froide? Si, ouais, mais c'est ça. En plus, les mecs, c'est des ingénieurs, enfin, je critique pas tout ce métier, hein, mais juste que les ingénieurs ont souvent tendance à être des gens brillants, mais qui sont très réservés, qui parlent pas trop et qui sont froids, quoi. Ouais. Genre, c'est pas le même quoi. C'est pas les mêmes ambiances que nous. Ouais, c'est sûr, nous, c'est. En fait, vu que c'est de la créativité, au final, tu t'exposes des idées, et en fait, tu t'exposes des souvenirs en fait, que t'as eu à tel moment, tu vois, pour te dire ok, on peut faire ça et ça et ça. Ouais. Et finalement, c'est ce qui fait que. Et puis on est tout le temps dans l'envie de progresser et d'améliorer nos compétences. Et ça, c'est trop bien parce que on n'est pas en train de se tirer dans les pattes parce qu'on n'a pas de concurrence. C'est pas un monde de requins, c'est un monde vraiment où tu te motives l'un à l'autre. Tu dis putain, mec, c'est trop stylé ce que t'as fait, comment t'as fait? Et du coup, il t'apprend à faire. Genre, moi, quand on me demande comment tu fais tes hyperlapses, bah, je le montre, tu vois, je l'apprends, je le montre. Les gens, ils ont peut-être la flemme ou pas la flemme, ou ils trouvent ça trop cheaté. Mais en vrai, c'est trop stylé. C'est un monde où on va s'entraider, on va se motiver, on va dire vas-y, fais-le, fais ci, fais ça. Et c'est ça qui est bien par rapport aux autres boîtes, comme on vient bien évoquer, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, du coup, alors il y a un sujet que je voulais aborder avec toi sur le dev perso. Ouais. C'est en fait, Fabien, c'est ouf parce que t'es tout le temps positif. Ouais. Et ça, c'est vraiment, je te jure, je sais pas comment tu fais. Je pense que c'est vraiment une qualité de ouf, je pense. Comment tu fais pour être au quotidien positif, c'est-à-dire que du moment en fait, que tu as l'agence, alors je sais pas comment t'as Mathilde, bien sûr. Je suis positif. Mais je pense que tu es aussi positif. Ouais, tout le temps. Mais dès lors que tu arrives à l'agence et quand au départ et quand tu repars, mec, t'as toujours le sourire en fait. Alors des fois tu peux avoir des coups de barre et tout parce que t'es fatigué, parce que t'as aussi une famille, mais t'es toujours positif. Et je sais qu'on avait parlé de ça. Oui, ouais, on et a déjà juste parlé. je reviens sur ça. Alors comment ça se fait? Eh ben, je sais plus exactement ce que je t'avais répondu quand tu m'avais déjà posé la question. Tu sais ce que tu t'avais dit? Bah, je crois savoir. Mais vas-y, dis-moi, est-ce que tu te souviens? Moi, je me souviens en fait, et c'est très vrai. Tu m'as dit, mec, en vrai, tu sais quoi, les mangas. Putain, c'est très con. J'allais le redire. Mais les mangas, ça aide de ouf à rester positif parce 100%. Qu'en fait, t'as cette dimension du héros, tu vois, qui se bouge le cul et qui charbonne pour pouvoir être plus fort et pour pouvoir sauver ses proches, pour pouvoir protéger les autres. C'est ça, les bonnes valeurs. Et en fait, c'est ce qui fait en fait qu'au quotidien, t'es positif parce que quand tu vois Luffy, une lumière qui s'est encore éteinte. C'était allumé? L'autre qui s'éteint. Ah, cool. Ah oui. Et en fait, quand tu vois Luffy, typiquement, du démon comme Gomme, tu vois, qui est complètement con. Exactement ce que j'ai dit. Dès que le mec, on touche à son pote, à un ami, à Sanji ou quoi, c'est ça, il pète un câble, et là il va sérieux, et là il défonce tout le monde. Et il est souvent, mais il est quasiment tout le temps positif, il se marre tout le temps pour rien. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est ce que je t'avais dit. C'est que moi, j'ai regardé One Piece quand les mangas sortaient au début, genre dans les années 2000, 2002, 2003, enfin quand ça a commencé en France et tout. Et après j'ai arrêté, après j'ai repris, j'ai arrêté et tout, comme tu le sais. Et en fait, ça a été une méga source d'inspiration. Je me suis un peu éduqué à ce truc manga, parce qu'en fait les créateurs de manga comme Eiichiro Oda veulent transmettre des valeurs, mais des bonnes valeurs, et c'est pour ça que ça fonctionne bien. C'est parce que c'est des choses que les gens veulent au quotidien. Ils veulent de l'espoir dans certaines choses, ils veulent du sourire, ils veulent de l'amusement, ils veulent des amis, ils veulent leur famille, ils veulent réussir, et ils ont un objectif, tu vois, un objectif final qui est le One Piece, et en fait ils se battent, ils donnent tout pour, et genre, mais avec le smile tout le temps, tu vois, et de la bonne bouffe, voilà. Parce que t'as vu, en plus, je sais pas si vous avez vu dans les derniers épisodes, il y a le rêve de Luffy, il dit son rêve, on l'entend pas. Ah, t'as pas regardé. Ouais, j'ai pas il le dit, mais on l'entend pas, et on devine. Enfin, on devine. Il y a plein de fabulations autour de ça. Mais genre, quand ça va être révélé, je pense, dans les prochains épisodes, quand ce sera révélé, ce sera un truc ultra positif qui va juste te donner le smile, qui va dire putain, il a trop raison, genre. Et en fait, c'est peut-être un peu ça, ouais, qui m'a forgé. Moi, la différence que j'ai avec mon grand frère, tu vois, qui a 4 ans de plus que moi, il est pas comme moi, il est pas aussi positif. Je pense pas qu'il ait changé, il a toujours été un peu comme ça. Mais je sais pas, c'est une. En fait, quand t'as envie de transmettre du positif autour de toi, t'es obligé de devenir positif. Et je pense qu'on a aussi chacun sa façon d'être, hein. Et, tu vois, j'ai jamais besoin de moi si je suis sur les nerfs ou quoi, de taper dans un truc, de défouler ou quoi. Si je me défoule, et encore, si je me défoule, c'est parce que j'avais envie de faire du sport, tu vois. Au final, quand je vais sur un tournage, que j'ai un sac à dos à porter et que je dois aller monter une montagne, bah c'est là où je me défoule, c'est à ce moment-là, tu vois, c'est tout con, hein, mais c'est ça, ou c'est quand je dois porter des trucs, c'est là où je me donne, mais physiquement. Et après, j'ai pas besoin forcément physiquement de me défouler. Et il y a un livre qui peut être hyper intéressant pour ceux qui sont dans le développement personnel, c'est Père riche, Père pauvre et réfléchissez devenir riche, que j'ai poncé
que j'ai lu et relu plusieurs fois, et où dedans justement ils expliquent ce truc, et à un moment ils parlent du sexe, et c'est vrai que c'est pas con, c'est que Robert Kiyosaki, je crois, qui a fait ça, a réussi à transformer ce qu'il appelle le désir sexuel quotidien qu'un homme peut avoir en motivation pour être meilleur dans son développement personnel. Tu le vois ou pas? T'as déjà entendu parler de ce truc? Et en fait, dans le livre, je vois ce que tu veux dire. Dans le livre, il en parle. C'est transformer cette énergie. Et c'est con, hein, lui il a dit, il hallucine quand il a vu ça, mais cette énergie sexuelle en fait l'a transformer dans quelque chose au final où tu vas te défoncer dans ton boulot ou dans ce qui te passionne ou dans ce que tu kiffes pour être meilleur et pour te sentir mieux. Et c'est con, mais quand il réfléchit bien, ça fonctionne. Enfin, on a cette impression que c'est vrai. Et après, je sais pas, lui c'est différent parce il a eu une expérience très particulière. Il était avec sa femme et tout, hein. Bref, il y a toute une histoire, mais c'était intéressant. C'est hyper intéressant d'ailleurs à suivre son histoire. C'est le fait qu'en fait, la meuf que tu veux pécho, que t'es déjà en train de pécho, on va dire, en soi tu penses à elle quand tu vas te défouler au sport. Et en fait, bizarrement, je sais pas, t'as une espèce d'adrénaline de fou, enfin en fait, la testostérone qui monte et qui fait que t'as la patate. C'est ça. Pour te dire, ok, je vais tout défoncer pour elle. C'est comme si par exemple, je sais pas, quelqu'un l'avait pris en otage et tu te dis, putain, là, je vais tout donner à la salle, tu vois, pour dire, vas-y, là, je donne tout, tu vois. Et vas-y, ce soir, je vais la voir, elle va se dire, putain, elle va faire de moi, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, c'est des livres à lire, en vrai, c'est hyper intéressant, ils en parlent pas mal. Et après, je pense que c'est une question de génétique, je pense, que t'es naturellement comme ça aussi. Naturellement, j'ai jamais vu t'énerver, j'ai jamais vu. Non. J'ai jamais trouvé grand intérêt. Même franchement, alors, saoulé vis-à-vis de nous, je pense pas. Peut-être d'autres choses, peut-être. Mais en tout cas, vis-à-vis de nous, je pense pas. Non, saoulé de mon fils, ouais, parfois. Mais en tout cas, vis-à-vis de nous, j'ai pas l'impression. Et même, enfin, c'est au quotidien, sachant qu'en plus, bah, soit t'es mon super hiérarchique en soi. Mec, c'est un putain de plaisir à chaque fois. Enfin, vraiment, tu te dis qu'à chaque fois, même comme moi, je sais que. Au contraire, j'ai des humeurs qui peuvent être très variables. Là, l'actuel actuelle, ça va très bien, je suis très positif. Mais je peux avoir des humeurs des fois qui peuvent être négatifs. Et je sais qu'à chaque fois, toi, bah, en fait, ça se répercute une connerie, c'est bon, en fait, ça va. En fait. Bah, ça redescend. Et en fait, j'ai aussi ça, je suis obligé un peu de le faire avec Mathilde, tu vois, ma femme qui est d'humeur à pas déprimer, mais avoir le moral qui redescend, à avoir des coups d'énervement et tout. Je suis obligé, si j'ai pas ce truc où je dois faire redescendre la pression ou la faire rire ou changer de sujet, tu vois, on s'engueulerait dans notre couple et on s'engueule jamais. Genre, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on s'engueule vraiment jamais. Et quand on s'engueule, c'est ridicule. Et pourtant, on se parle, on se dit les choses, on a plein de choses, mais on s'engueule vraiment jamais. Et je pense que c'est ça aussi, ce côté. Moi, contrairement à elle, j'ai toujours le côté positif des choses. Je le trouve tout le temps. Je sais qu'il y a toujours une façon positive de trouver les choses, même quand il se passe quelque chose, la télé elle pète et tout. Tu vois, genre, je sais pas, c'est une connerie, hein, je dis ta télé elle est pétée, bah, genre, ça va la saouler parce que du coup, il t'aura plus de télé pendant plusieurs jours. Et moi, je vais dire, bah, en fait, le côté positif, c'est qu'on va en racheter une nouvelle, elle sera mieux, peut-être, tu vois, plus récente, machin et tout. Et c'est pas plus mal de pas regarder la télé pendant 4 jours, ça va nous permettre de faire autre chose, tu vois. Et dans tout et n'importe quoi, toutes les situations de la vie au quotidien, j'essaie de trouver ça. Genre en mode, je sais pas, le matin ça va être une connerie, genre j'ai plus de céréales, ou j'ai plus de fromage blanc pour faire mon bol de céréales, je me dis, bah c'est pas plus mal, au final je vais me prendre un café, tu vois, et puis ça va changer, et puis ça va être un café, ça va être différent, le fait de vouloir des choses différentes, mais c'est pas forcément bien dans tous les cas, parce que quand quelqu'un, j'ai peur de ça, enfin j'ai pas peur de ça, mais quand quelqu'un va décéder autour de moi, tu vois, ça peut être un ami, une famille, proche ou pas proche, je vais trouver le côté positif en mode, s'il était malade ou que... Enfin, c'est pas un côté positif parce que les gens peuvent croire que je vais trouver le côté positif parce que je vais pas avoir la même émotion. Et c'est juste que je vais trouver comment on dit déjà, pas le bon sens, mais la façon de prendre la chose bien, en mode ça aurait pu très bien être moi et on a tous notre heure. Et en fait, Forrest Gump le disait, la mort c'est comme Attends, c'est quoi déjà ? La mort, ça fait partie de la vie ? Oui, la mort, c'est partie de la vie. C'est juste une étape. Là, c'est autre chose, je crois. Non, c'est autre chose, ouais. Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Ah oui, c'est ça, Parce qu'en fait, c'est des chocolats à des goûts différents. Mais il dit à un moment, quand il perd Jenny, et meilleur film, Forrest Gump. The best pour moi. Non, il dit ouais, la mort ça fait partie de la vie et en fait c'est juste une étape et voilà, il y a des gens qui partent plus tôt, plus tard, c'est la vie qui veut ça. Et moi je pense que tu vois, je suis de cet esprit là en mode les choses arrivent,
c'est parce qu'elle devait arriver, et parce que parfois, bah, tu t'as fait une chose, tu t'as forcé un peu la chose, ou t'as pas forcément forcé la chose, t'as pas eu de chance. Ça peut être, tu vois, les accidents de la route et tout, c'est de ta faute ou pas de ta faute, il y a plein de choses. Mais ça arrive déjà depuis des lustres, depuis que l'être humain vit sur Terre. Genre, les mecs se faisaient écraser par des mammouths. Genre, ils se disaient, voilà, c'était un accident, et il y a le mec qui a cherché le truc en allant se faire écraser sous le mammouth. Et ça a toujours été comme ça, et c'est pas aujourd'hui qu'on changera la chose. Du coup, moi, je me dis, bah, ça arrivera quand ça arrivera, et puis, je sais pas pourquoi on est venu parler de ça, parce que je me suis perdu un peu. Mais non, mais voilà, mais c'est ma façon d'être positif, tu vois. Enfin, en gros, c'est comment tu réagirais face à un événement, qui peut vraiment te surprendre et qui, dans la plupart des gens, les mettrait mal, quoi. C'est ça. Voilà, c'est un exemple d'événement, mais en fait, pour moi, n'importe quel événement, il y a moyen de le prendre positivement, tu vois. Et c'est pour ça que je suis positif. Il y a moyen de le faire. Quand tu sais qu'il y a moyen de le faire, si Luffy il y arrive, je vois pas pourquoi nous on y arrivera pas. Ouais, c'est sûr. Autre question, un peu pareil, toujours orientée de perso. Est-ce que tu as déjà douté de ton activité pro ou même genre perso, est-ce que tu as déjà douté de ta passion, on va dire? Ah, là en vidéo? Ouais. Non, pas depuis que j'en fais. Ça t'est arrivé de te dire qu'il y a un moment où, je sais pas, t'as pas de confiance en toi et que est-ce que vraiment je fais pour ça? Est-ce que t'as douté? Peut-être avant de percer sur Insta, là. Mais encore non, parce que en fait, je trouvais toujours un moyen de me dire je peux évoluer d'un sens ou de l'autre. Tu vois, si demain je fais pas des hyperlapses sur Instagram, bah. Tu vois, si ça perce pas par exemple, quoi, bah je vais tenter quelque chose dans la cuisine, tu vois, faire des tutos dans la cuisine, j'aime bien cuisiner et tout, donc pourquoi pas faire des trucs avec une caméra en top shot, avec une belle lumière et tout, et faire des tutos cuisine, tout le monde en fait, c'est jamais trop tard pour en faire d'ailleurs, ou pourquoi pas des podcasts, tu vois, genre aujourd'hui tu fais des podcasts, ça existe depuis longtemps, mais en vrai c'est cool et il faut le faire, et je pense que quand tu évolues un peu dans le truc, il y a toujours moyen de trouver quelque chose, donc moi ça m'est pas trop arrivé enfin j'en ai pas le souvenir en tout cas, cette remise en question ou doute sur le fait d'être filmmaker ou ce taf en particulier, pas depuis que j'ai quitté la mécanique en fait. Je pense pas. Il y a des moments où je me dis peut-être que je devrais investir dans l'immobilier pour atteindre la liberté financière en mode voilà, t'as de l'immobilier, tu gères 2-3 domaines, ça te prend quelques heures par semaine et puis ça te rapporte des rentes et voilà, t'as plus à bosser. Mais en fait, même si j'avais plus à bosser, j'aurais envie de faire de la vidéo et de la photo parce que juste pour le kiff, tu vois. Ouais, t'aimes ça en fait. Moi, j'aime ça et en fait, pourquoi pas en gagner de l'argent avec, et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là, qu'on bosse. En fait, je te pose cette question parce que, tu vois, pareil, ça rend toujours à la confiance en soi, tu vois, de la vidéo. Moi, je sais qu'il y a des fois des situations qui arrivent quand je vais filmer, tu vois, que je suis réel sur le projet ou chez Fab, tu vois. Ouais. Et quand je vais vouloir faire un cadre, des fois, j'ai pas être sûr de moi, tu vois. C'est un peu cette assurance, tu vois, de ça. Okay. Et genre, tu vois, quand t'enchaînes des fois, je sais pas, un ou deux projets où tu te dis, putain, là, ce que j'ai fait, je trouve pas ça ouf. Ouais. Ou même un montage. Et tu te dis pas. En fait, tu comment dire, tu trouves toi tellement pas ça ouf que t'en reviens même à te poser la question, putain, mais vrai. Remettre en question. Ouais, tu te remets en question, tu vois. Non, je pense pas. Même si moi j'ai fait de la merde souvent, d'ailleurs sur les vidéos YouTube de Guillaume et tout, je faisais de la merde et tout, le truc qui était pas focus, le truc qui était mal cadré alors que c'était important. Et ben, moi je trouve que c'est ça qui est bien dans la vidéo, c'est qu'on apprend nos erreurs et en fait quand tu te rends compte de ton erreur en post-prod, tu te dis ok, là j'ai merdé. Pourquoi ? Et tu remarqueras que Guillaume, sa philosophie, c'est tout le temps ça aussi. Et moi, j'ai commencé à... Il m'a vachement appris ce truc-là. C'est que tu te rends compte de ton erreur, et ben tu vas apprendre de ton erreur, et tu vas, la prochaine fois, parce que t'es sûr qu'il y en aura une prochaine fois, tu vas pas abandonner maintenant, et ben tu feras en sorte de pas faire cette erreur. Et t'en feras une autre, mais c'est pas grave, parce que du coup tu verras l'autre erreur, tu fais merde, bah là, cette fois c'est la balance des blancs qui est pas bonne. Hop, la prochaine fois tu sauras, tu vas te souvenir à chaque fois, et ainsi de suite. Ton cerveau il finit toujours par accumuler... Tu sais, on a un cerveau énorme, hein, on a je sais plus combien de pétaoctets, un pétaoctet de données. Un pétaoctet de données. Et en fait, tu assimiles toutes ces infos négatives et comme on dit, c'est après 10 000 heures de pratique que tu deviens expert ou maître de ton activité, 10 000 heures. Et on n'y est pas encore, hein, 10 000 heures. Enfin, moi, je crois que ça représente 4 ans, donc je dois pas être loin. Mais c'est 10 000 heures. Voilà, les fameuses 10 000 heures, c'est là où tu deviens un master dans ton domaine. Ok. Quand t'as passé les 10 000 heures. Donc, toi, ça fait 5 ans que t'en fais, non ? Ouais, 4 ans et demi, 5 ans. Bah après, il y a les week-ends et tout que je faisais avant, mais avec Guillaume, ça fait depuis novembre 2019. Ouais. Okay. Donc ça fait 4 ans et quelques, ouais. Ok. Ouais, j'avais commencé la vidéo en même temps, je crois. Ouais. Ouais, c'était juillet 2019. Et t'étais à l'école en même temps ? Ouais, j'étais en deuxième année du UT, ouais. Ah ouais. Genre, je me souviens, j'ai acheté ma première caméra et tout. GH5 ? G7. Ah, G7 avant ? Ouais. Putain. 400 balles la caméra. Ouais, bah moi c'était un 5D Mark II. 5D. Ah, c'était 500 balles aussi.
Ah ouais, seulement? Bah, avec le 500 balles, ouais, d'occasion. Avec beaucoup de... 5D Mark II, je pensais que c'était plus cher que ça, ouais. Non, 5D Mark II. Parce qu'à l'époque, c'était la Rolls-Royce, des boîtiers. Bah, c'était le premier boîtier vidéo. Ah oui, mais tu as acheté en 2000... Mais j'ai acheté en 2019. Hein, ah oui, ok, ouais. Il était oui, parce qu'à l'époque, 2013, c'était un boîtier de ouf. Ah oui, ouais, avec un 1635 f2.8 série... Non, F4, série L. Ouais, putain, F2.8... 1635. Ouais, non, pas F2.8, il était trop cher. Comment est-ce que tu arrives, du coup, à gérer une équipe de tournage, du coup, tout en étant posé et pas stressé, on va dire? Ça va toujours à ce que j'ai dit par rapport à la positivité. Ouais. Mais tu sais, quand on a un tournage, qu'on est, je pense, on est 3-4, tu vois. Typiquement, je sais pas, il y a Yo, Elias, moi, tu vois. Sur un tournage. Un tournage où il y a du timing à respecter, il y a un découpage à respecter. Et juste organiser l'équipe à ce qu'on fasse, ça se passe bien, mais qu'en même temps, tu sois en mode zen, quoi. En fait, ça, moi, je suis encore un peu jeune là-dedans, on va dire, un peu jeune. En fait, ça fait réellement, tu vois, que depuis que je suis passé manager, on va dire, du pôle, où en fait Guillaume me donne un peu plus de responsabilités et que je fais des prods réels, tu vois, pour Peps, par exemple, même pour French Shooter. Avant, j'en faisais pas, c'était Guillaume qui le faisait. Mais en fait, quand tu suis une personne qui le fait, c'est là où t'apprends beaucoup aussi. Et non, moi, comment je le gère, en vrai, les premiers, j'étais stressé de ouf. Les premiers où genre c'était moi, j'étais tout seul en tant que réal. Et en fait, nous, on s'appelle pas réal, on est filmmaker, et en fait, on s'entraide. Jusqu'ici, c'était comme ça. Après, c'est vrai que c'est bien d'avoir un peu se statuer un peu en mode, il y en a un qui va gérer l'éclairage, l'autre qui va gérer le son, l'autre qui va gérer la compo, l'autre qui va être réal, qui va faire en sorte que ça se réalise. C'est quand même bien de séparer un peu les compétences pour pouvoir être meilleur dans chaque domaine, plutôt que de trop se mélanger les pinceaux. Mais comment gérer le stress? Oui, je pense qu'au début j'étais hyper stressé et en fait c'est à force d'en faire plusieurs, tu vois, t'en fais un premier, t'es stressé, tu vois que tu te loupes des trucs, tu dis bon ok, ça revient sur le même sujet que juste avant, tu vois tes erreurs, t'apprends tes erreurs, et le tournage d'après, t'as encore une équipe, tu dis ok, bon bah on va faire ça plus comme ça parce que ça marchera mieux, et en fait tu testes, tu dis ça marche mieux ou ça marche moins bien. Tu vois sur la post-prod, tu te rends compte des choses. C'est toujours sur la post-prod où on se rend compte. Quand tu te retrouves devant les rushs, le fait accompli, tu te dis ça marche pas, ça marche, ça marche pas. Et tu te rends compte des choses et puis tu évolues. Et je pense que enfin, je m'avance peut-être, mais tous les mecs qui ont évolué dans ce domaine et qui sont aujourd'hui des réals ou des imidakid et tout, ils sont passés par là en mode je galère, je fais des erreurs, mais voilà, j'apprends. Mais ça va le faire, ouais, t'inquiète. Mais ça va le faire, voilà, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas de raison. Le client, il n'est pas content, bah après, ça c'est autre chose, parce que moi, c'est presque jamais arrivé, je crois, j'ai eu de la chance peut-être aussi là-dessus, où je me suis fait bien accompagner jusqu'ici, mais c'était très rare que le client ne soit pas content, c'était plus nous, généralement, ou Guillaume, qui n'était pas satisfait du truc, mais à la fin, le client, il disait « Oh, c'est trop cool, moi, ça me va ». Donc, quand tu commences dans ce truc-là, je pense que si tu continues et que tu prends pas un ego surdimensionné, tu perds pas en qualité, au contraire tu fais que t'améliorer et le client il sera toujours content, genre que ce soit aujourd'hui les mariages ou les clients perso ou les collabs avec French Shooter, les clients ils sont toujours contents. Et c'est là que tu prends un peu plus la confiance et du coup tu essaies juste de t'améliorer. Faut pas, voilà, je pense qu'il y a des gens qui prennent un ego ou qui se sentent meilleurs et du coup qui baissent un peu en qualité, comme les commerciaux c'est ça, tu te rends compte que ayant fait du porte-à-porte, moi de la vente d'adoucisseurs en porte-à-porte, je me suis rendu compte que quand t'en vends, tu fais un mois avec beaucoup de ventes parce que t'as charbonné, et ben le mois juste après tu te pètes la gueule, t'arrives plus à en vendre, tu te rends même pas compte, et c'est juste parce que en fait t'as pris la confiance inconsciemment et tu vas te péter la gueule, et c'est là que tu vas te dire putain mais en fait faut que je me rebouge le cul, et après tu remontes progressivement mois après mois jusqu'à refaire le même salaire et en vendre suffisamment. Tu vas redescendre peut-être un petit peu et tu vas te rendre compte, et ça c'est hyper formateur, ce genre de métier de vente commerciale pure et dure. C'est là où tu apprends à te péter la gueule et à apprendre de tes erreurs et faire mieux. De toute façon, c'est pareil partout dans chaque domaine, que ce soit le sport, la vidéo, la relation de couple, en fait. C'est vrai. La vie, en fait, est une courbe, en fait, une courbe de Bézier. Une courbe de Bézier, ouais. De Bézier, ouais. Non, mais la vie est une courbe dans le sens où, comme je dis dans un podcast, qui est pas encore sorti, bien sûr, je suis en train de monter, mais où, en fait, où j'explique que dans tous les cas, en fait, des fois, t'es comme ça, t'es haut de la courbe, donc t'es super bien et tout, et à un moment, tu pars des événements en fonction de comment tu les appréhendes qui vont faire que, hop, la courbe, elle va faire comme ça, et tu vas te pas de la courbe, là, tu vas être en mode giga grosse merde. Ouais. Et en fait, c'est exactement là en fait où tu peux que remonter. Bah oui. Parce que tu peux pas tomber plus bas. Tu peux pas aller plus bas. Ouais. Voilà, tu peux pas aller plus bas et du coup tu peux que remonter et tu peux que t'améliorer. C'est comme la vidéo. Ouais, comme la vidéo. Genre, tombera pas plus bas.
Non mais c'est vrai, t'as Mais raison, c'est exactement ça, tu Et en vois, fait tu peux que remonter, du coup Exactement. tu te mets un bon coup de pied au cul et puis au final tu montes. Voilà, il faut. C'est le plus dur peut-être, il y en a qui abandonnent à ce moment-là et c'est pas. En vrai c'est pas le moment d'abandonner. Si vraiment tu kiffes au fond, c'est pas le moment d'abandonner, je pense. Je pense que Tu m'entends l'abandon, ouais, je pense que Toi, c'est pas ménageable. derrière, il faut pas abandonner. Si tu sens que tu es au fond du gouffre, tu peux remonter. Faut juste bouger le fion, quoi. N'hésite pas à aller sur Fred Tutor Production. Viens voir ma chaîne juste ici. 100 000 € la consulte. 2,99€ par mois. Putain, une question intéressante celle-ci. Donc c'est orienté, du coup, c'est pas vidéo maintenant. Si tu avais le choix, est-ce que tu préfères rester dans la pub Tu préfères. ou aller dans le cinéma? Ah, tu préfères. Putain, ouais, ça c'est chaud. En vrai de vrai, quand je regarde des films de Nolan, j'ai envie de faire du cinéma. Quand je vois les pubs de Nike, j'ai envie de faire de la pub. Et du coup, je sais pas. En vrai, en fait, la pub, tu peux en fait, ce qui est cool dans la pub, c'est que c'est un concentré des shots les plus stylés qu'ils te mettent dans un film, mais ils en mettent 4-5 des shots très stylés dans un film où ils vont mettre le paquet, le budget, le paquet d'équipe et le paquet de créativité. Toi, tu le concentres sur 1 minute 30, et ça, genre, je trouve ça trop stylé. Mais c'est hardcore en vrai, parce que pour faire un truc vraiment comme Nike le fait aujourd'hui, ou Coca-Cola, tu vois, des trucs très créatifs avec de la 3D tout partout et des transitions, des machins très réfléchis, très scénarisés. C'est très cool, mais c'est un bon exercice. Le cinéma, après, c'est un autre truc quand même, parce que bosser pendant 1 an, 2 ans sur le même film, avec toute une équipe. Alors ok, avec ça peut être cool comme expérience, mais tu vois, moi je l'ai jamais fait, donc je peux pas savoir vraiment ce que c'est. Mais admettons, dis-toi qu'en fait, genre, t'as le cinéma ou la pub. Ah. Dans les deux cas, Dans les deux... tu gagnes ta vie. Ouais, genre, c'est même pas une histoire de gagner sa vie. Oui, mais pour dire, parce que je sais que le cinéma, c'est souvent, comment dire, pas mal vu, mais c'est beaucoup plus dur de vivre pour moi du cinéma à l'heure actuelle que la début, pub. ouais. Où le premier argument, c'est d'un point de vue financier, parce qu'en fait, le cinéma, c'est hyper dur d'y rentrer, c'est dur d'en vivre, et c'est dur de pouvoir percer dedans, tu vois. À contraire de la pub, c'est beaucoup plus simple. La pub, c'est plus simple parce que t'as les clients. T'as Instagram maintenant qui fonctionne bien, les formats Reel en 9/16e du coup qui commencent à bien marcher. Plus tu peux avoir des grosses pubs du coup à tourner, ce qui fait que c'est plus facile d'en vivre. Mais là, on part du principe que tu gagnes très bien ta vie dans les deux cas. Putain. Bah en vrai, je connais pas l'expérience du cinéma. Je la connais pas assez pour savoir si ça me plairait, tu vois, en mode d'être derrière la caméra plutôt que de voir le résultat final au bout de longtemps. J'arriverai pas à... En fait, c'est difficile de choisir. Par contre, sortir un film comme Oppenheimer, genre, ça me ferait kiffer de ouf, tu vois. C'est juste un exemple, mais... Ou un Pierre des Caraïbes, tu vois, ou un Interstellar, un truc très stylé, genre un Star Wars. Ouais, c'est un show quand même, Star Wars, parce qu'on peut faire les sabres laser. Après, je sais les faire, regardez. C'est quoi, il est très bon dans son design, hein. Il sait faire le bouchon de vin, et ça, c'est... Ah oui. C'est incroyable. T'en veux encore? Attends, il reste une petite goutte. C'est ouf, ouais, je vous ai trouvé. Tu vas voir, tu vas te régaler là au son. D'accord, montage avec les casques. Tu vas être... Tu l'as enregistré, je vais mettre dans la bande de son. Satisfaisant. Du parent raisin. Mais non, je saurais pas, franchement. Je dirais la pub aujourd'hui, telle que je la connais, mais le cinéma, par curiosité, quoi. Oui, encore franchement, en vrai, toi, que la pub, c'est vaste, parce que tu vois, là où on en est aujourd'hui, nous, c'est vraiment de la pub comment dire, en termes de moyens financiers et en termes de moyens techniques, c'est de la pub pour moi encore filmmaker. Ah ouais, parce que de la pub de réal, ou avec des budgets, je sais pas, à 100 000 mais à 100 000 ou même 1 million, tu vois, on n'est pas encore là, tu vois, parce que c'est des équipes où ils sont une cinquantaine. Pas encore. Mais c'est ce qu'on vise. Avec Anto, on en a parlé quand on était à Paris, là, pour Visa. Et ça règle toujours son micro. Ouais, ça règle toujours. Ouais, quand on était pour Visa. Et en fait, on a vu, quand on allait dans les locaux de Publicis, on a vu la pub avec Rémi Malek et Catherine Deneuve sur le pont Alexandre-Toit. Ouais. Et en fait, on en a parlé avec Saatchi, là, parce que du coup, c'est la boîte qui fait la DA normalement, enfin le motion design, et en fait il y a Prodigious qui fait ses contrats à plus de 100 000 €, et avec Anto on en parlait, avec Ricardo, on disait putain mais c'est ouf, imagine-toi demain, t'es là, t'es avec Rémi Malek en face de toi, t'as Catherine Deneuve qui est là, t'es sur un plateau, t'as privatisé, et encore je sais pas si c'était vraiment sur le pont Alexandre III pour faire ce tournage, qui est très court tu vois, mais pour une putain de marque de luxe, avec
méga light, avec toute une équipe technique, avec une image trop propre, trop quali, tu vois. Mais une responsabilité de malade mentale, tu vois, quand même. C'est une méga responsabilité. Derrière, t'as quand même des acteurs qui vont être payés 300 000 balles, quoi, pour apparaître quelques secondes. Mais nous, c'est ce qu'on vise. En fait, on s'est dit avec Anto, mais mec, moi j'ai envie de faire ça demain, c'est trop stylé. Et en plus, tu peux être créatif, tu vois, tu peux faire des dingueries. Eux, ils ont essayé de faire des petites transitions et tout, c'était pas non plus incroyable, mais juste de faire de la 3D, de faire ce type de contenu très beau, tu vois, très épuré et apporter notre touche créative à nous en plus, ça pourrait être de la folie. Donc c'est notre but, quoi. Ok, putain, voilà. C'est intéressant. Ouais, ça c'est ce qu'on aimerait bien. Ouais. Question en tout cas. Ok, maintenant on va dire la question un peu plus à ton domaine. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vois un peu les réseaux sociaux ? Comment tu vois les réseaux comme TikTok, Instagram, YouTube ? Comment je les vois en genre, mode... aujourd'hui, par rapport à avant, comment ça a évolué et comment ça impacte notre métier, on va dire ? Ah ouais, ben déjà par rapport à avant, qu'est-ce qui existait à l'époque ? C'était Vine. Avant, tu vois, t'avais Vine, t'avais il y avait YouTube, Facebook. YouTube qui vient à peine d'arriver mais qui n'était pas encore trop monétisé. Ouais. En fait, YouTube, c'était difficile aussi de réussir sur YouTube. Enfin, c'était plus facile tout au début. Oui, voilà. Mais après, quand beaucoup de monde sont arrivés, et même aujourd'hui, c'est chaud de night. Enfin, je pense que c'est chaud. Après, on sait pas. Je pense qu'on crée pas assez de contenu sur YouTube pour le savoir. Parce qu'il faut en créer peut-être toutes les semaines, je sais pas, pour évoluer et pour voir ce que ça donne. Mais je pense que c'est jamais trop tard. Tu vois, la copine asiate de Mathilde, là, Camille, eh ben, elle a lancé sa chaîne YouTube il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques mois. Et genre, elle fait des milliers de vues, là. Genre, ouais. Et elle fait mais ouais, et en fait elle s'y connaissait pas du tout, elle est pas dans la vidéo et tout, tu vois, et elle m'a demandé juste un conseil pour acheter un stabilisateur ou un trépied, je sais plus, non c'était un stab. Elle se filme avec son iPhone, elle fait de la déco d'intérieur, mais belle déco d'intérieur, épurée, quali et tout, et en fait elle fait des milliers de vues, tu vois, genre, et du coup ça la motive, et elle en refait, ça la motive, et je trouve ça trop stylé, tu vois, là on est en 2024, c'était fin 2023, elle a commencé sa chaîne YouTube, et genre ça grimpe, et demain elle va peut-être trouver des collabs avec des architectes, avec des marques qui font des trucs de déco, et je trouve ça trop stylé. Donc nous, je pense que voilà, c'est jamais trop tard. Et donc YouTube, bon, c'est quelque chose, mais après il y a TikTok, Insta, c'est quand même nous, tu vois, tu me demandais dans notre métier, c'est quand même indispensable, parce que enfin indispensable, non, on pourrait s'en passer pour faire de la pub 16/9. D'ailleurs, ça nous ferait kiffer de revenir sur que du 16/9. Ah, de ouf. Ouais, parce que voilà, parce que ouais, on composer. Que du 9/16e en vrai, parce que déjà quand tu filmes avec une caméra qui vaut 4000 balles et tu te dis tu la mets comme ça, alors qu'elle n'est pas prévue pour ça. Mais bon, voilà, on est obligé d'y passer, et parce que c'est un business énorme, quoi. C'est que les marques aujourd'hui sont là-dessus, ils ont besoin de communiquer là-dessus, et ils mettent le paquet, le paquet de budget là-dedans. Donc c'est là où nous, pour faire développer notre entreprise, on est obligé de faire ça, quoi, et d'évoluer dans ce sens-là. Donc Instagram et TikTok, ça devient bon support de communication et de vente pour faire évoluer ton entreprise dans la com. TikTok, Insta, ouais. Et le jour où ça se pète la gueule, ben on reviendra à l'ancienne, de la publicité qui passera à la télé, parce que la télé, c'est pas prêt de partir. Ou le streaming, tu vois, des pubs que Netflix, ils vont mettre de la pub un jour, voilà. Et du coup, nous, du coup, on voit un peu Instagram et TikTok d'une autre façon. Enfin, encore TikTok, c'est différent, mais Instagram, moi, je vois d'une façon, vu que c'est notre métier en soi. Bon, forcément, on a des conneries, tu vois, comme tout le monde, mais on a quand même avoir des contenus qui nous inspirent, tu vois. T'as des mecs très chauds qui font des trucs incroyables, tu vois. Mais est-ce que pour autant, là, à l'heure actuelle, si tu vois ton gamin qui commence à regarder sur Instagram, est-ce que ça te ferait kiffer, ou en mode, ouais, putain, c'est chaud, parce que quand même Instagram, il faut comme se rappeler que c'est comme ça, que TikTok c'est pareil, que il y a quand même beaucoup de contenus qui ont évolué de façon pas forcément très positive. Ah oui, il y a beaucoup de conneries, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. Moi, Timothée, demain, il a un téléphone avec Instagram, ça me saoule. Ouais, d'accord. Ça dépend ce qu'il regarde. On va essayer de regarder des trucs de filmmaker et tout, c'est ok, parce que l'algorithme va lui suggérer le même genre de trucs. Mais voilà, aujourd'hui, quand tu regardes les gamins, c'est pas ce qu'ils regardent. Et puis... le temps que tu perds à faire ça, à consommer, quoi. À consommer des conneries, tu vois, et en plus des trucs qui sont pas forcément drôles, des trucs en plus qui sont des fois abrutisants, tu vois. C'est clair. Vraiment, clairement. Des trucs qui sont vraiment beaucoup drôles, tu vois, qu'on s'en voit des fois dans notre groupe, mais des trucs des fois qui vraiment ça sert à rien, tu vois. Vraiment, et pire c'est que les mecs font des millions de vues avec ça. Ouais, c'est abusé. Même les vidéos de webcam surveillance qui filment des accidents de bagnole, des mecs qui sont écrasés sur la route, c'est débile et c'est dégueu, et en fait mais en fait la curiosité morbide elle est hyper en vogue aussi sur TikTok et sur machin, c'est que
toi tu vas vouloir voir quand même, tu vois, écrit contenu sensible avec un truc, tu vas regarder, tu vas faire voir le contenu, tu vas même pas scroller. Et en fait c'est horrible, mais c'est ça qui fait des millions de vues parce que les gens sont curieux et ils veulent savoir. Et c'est quand t'attires la curiosité de toute façon qu'un contenu fonctionne, parce que du coup les gens vont consommer, ils vont regarder, ils vont être curieux et ouais, ça tend vachement vers ça, ce qui est pas forcément positif, certes, mais je pense qu'il faut s'imposer aussi cette limite, en mode si t'arrives à te l'imposer, c'est ok, comme nous, tu vois, on arrive à nous l'imposer, on consomme un petit peu, souvent c'est pour s'inspirer nous, pour aller chercher des inspi, pour aller chercher des trends, pour aller chercher des trucs qui peuvent nous inspirer pour trouver des idées, etc. Quand tu commences à regarder des trucs dégueulasses, morbides, ou des meufs qui se maquillent, des meufs qui bougent leur cul, bah là il n'y a plus aucun intérêt en fait à aller sur TikTok. Enfin, pour nous, après c'est notre point de vue. Je pense que la plupart des gens, je sais pas, mais si ça marche beaucoup, c'est que la plupart des gens qui consomment Instagram, TikTok sont attirés par ce genre de contenu, donc bah, tant mieux pour eux. Et nous, on devrait peut-être faire du twerk là aujourd'hui dans les caméras pour que ça marche, ça sert à rien. Mais... Pas un million de vues quoi. Faire un million de vues. De ouf quoi, avec voilà. Rimi Malek quoi. Avec Rimi Malek, voilà, c'est ça. Non mais voilà quoi. Mais là du coup, si aujourd'hui tu vois, je sais pas, mettons un jeune, je sais pas, un cousin à toi ou qui est plus jeune, ou je sais pas, un ami à moi qui est jeune, bref, un jeune qui veut se lancer dans la vidéo, ou même quelqu'un, je sais pas, de notre âge qui veut se lancer parce qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer, oui. Et qui te demande, ouais Fab, en vrai j'aimerais me lancer dans la vidéo, mais qu'est-ce que tu aurais comme conseil? Qu'est-ce que tu lui dirais, on va dire, à cette personne? S'il veut se lancer dans la vidéo, après tout dépend sa base, genre il a 0,00 base. Bah en gros admettons, je sais pas, il a je sais pas, peut-être un an de vidéo, tu vois, il a un an de vidéo, il a fait de projets perso, le mec il va plutôt bien. Il a un boîtier déjà, ouais. Il a déjà un boîtier, enfin en gros on va dire un profil un peu comme ce que moi j'étais, tu vois. En mode, il veut se lancer en free quoi. Il veut se lancer en free, voilà. Il veut se lancer en free et tout, qu'est-ce que tu dirais? Parce que moi j'ai ma vision, mais juste on va avoir la tienne. Ouais. Comment tu vois le freelance aujourd'hui, on va dire par rapport à avant, tu vois. En fait, ce qui est difficile, moi de mon expérience en tout cas, ce qui est difficile à imaginer, c'est de tout arrêter du jour au lendemain, parce que s'il est chez ses parents et tout, c'est une autre situation, parce qu'il a pas de loyer à payer et tout, tu vois, il est pas sous la contrainte de la vie active où il doit payer des charges, donc il doit sortir un salaire. S'il est freelance et qu'il sort pas de salaire, il est dans la merde. Et moi j'ai été tout de suite dans cette vie active où je me devais d'avoir un salaire, et j'avais pas les compétences pour être vidéaste, du coup j'étais mécano, mais bref, j'aurais trouvé un taf qui me rapporte de l'argent tous les mois, et je me serais, comme je l'ai fait en fait moi-même, je me serais formé en bouffant du tuto, de la vidéo YouTube, des formations, en investissant dans les formations, parce que tu vois, je travaillais, j'avais mon salaire, je payais mes factures, et je mettais de l'argent de côté, et j'ai acheté la formation de Parker Hallbeck à 400 balles quand elle était au Black Friday. Bref, et après j'ai acheté mon appareil, j'ai acheté mon matos. Mais d'abord se former, le plus important c'est se former quoi, apprendre à utiliser son matos et apprendre les prises de vue, et en faire gratos au début quoi. En faire gratos pour le fun, ce qui te fait kiffer. Si t'aimes les vidéos de sport, bah tu vas dans une salle de sport, tu parles à un mec, tu lui dis mec, ça te dit ce que t'as fait quoi, tu vois, ça te dit on se fait une vidéo, vas-y je veux prendre des lights, tu fais des trucs avec des bénévoles, tu vois, des techniciens bénévoles, il y a plein de sites qui existent, il y a plein de newsletters et tout. Je dirais tu vas là-dessus, tu t'inscris, tu essaies de trouver des tournages, tu vas sur des sets en tant que chef-op, même si c'est pas toi le réel et tout, tu vois en tant que tu vas tenir la caméra, tu vas mettre la light, tu vas apprendre des choses, et après tu vas les faire toi-même, et après tu peux aller démarcher les clients et essayer de faire des choses pour eux, pour pas trop cher au début, généralement c'est ça. Prendre de la valeur sur ton style de contenu, etc. Et puis les marques viendront vers toi, quoi, naturellement, je pense. Voilà. Ok. C'est mon point de vue. Mais justement, parce que tu vois, aujourd'hui, quelqu'un qui est freelance, admettons, et qui a pas trop de visibilité avec Instagram, enfin qui a peut-être 400 abonnés comme moi, admettons, et qui aimerait justement vivre quand même de la vidéo, en ayant que des projets corpo, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui le monde corporate, le monde de la vidéo d'entreprise fonctionne plus aussi bien qu'avant, dans le sens où avec les avancées technologiques, où maintenant t'as un iPhone 15 Pro, mec, tu filmes hyper bien limite, les mecs qui ont un téléphone, bah ils se disent vas-y tant pis c'est bon que je filme, c'est pas grave, tu vois. Ils font eux-mêmes. Et ce qui fait qu'ils font plus appel à des vidéastes, tu vois, qui eux sont compétents, ce qui veut dire au final que le marché, entre guillemets, c'est pas qu'il se casse la gueule, mais non, il évolue. Il évolue, et c'est plus compliqué aujourd'hui de vivre, je pense, de la vidéo en freelance si t'es pas sur les réseaux, je pense. Je pense que c'est plus compliqué. Ben ouais, je sais pas. Ou alors à moins que vraiment bah, t'es bon commercialement parlant, que t'es dans la bonne zone, que t'as trouvé t'as les contacts qu'il faut avec. Ça. En fait, quand tu te fais d'un réseau aussi, j'ai remarqué un truc, c'est que
des mecs comme David, tu vois, ils ont pas beaucoup d'abonnés et tout, ils sont pas sur les réseaux, c'est juste qu'ils ont les bons David, contacts. Il a longtemps aussi. Ouais, voilà, et il a les bons contacts, il parle beaucoup avec les potes des potes des potes qui sont aussi dans la vidéo et il trouve des trucs comme ça et sans forcément utiliser les réseaux, quoi. Ouais, c'est sûr, mais après... Mais aujourd'hui, le mec qui a pas de réseau, tu veux dire. Le mec qui a pas de réseau et qui veut commencer maintenant, parce que c'est sûr que c'était là depuis longtemps que pas de réseau, je comprends, parce que David, c'est son cas, tu vois. Bah ouais. Mais un mec... Il y en a plein. Il y en a plein, oui, je suis d'accord. Parce que t'arrives pas au début, mais je crois qu'il a commencé en 2013, je crois, donc il y a plus de 10 ans de vidéo, donc 2013, tu 10 vois, ans, les stabs, ça existait à peine, il n'y avait même pas encore de drone pour te dire, donc forcément, c'était plus facile quand t'étais bon en vidéo de pouvoir te faire repérer et du coup de pouvoir te faire appeler pour des projets. Maintenant, aujourd'hui, la vidéo, ça a explosé en termes de comment dire, il y a beaucoup plus de vidéos qu'avant, beaucoup plus de monteurs, parce que YouTube et tout, avec TikTok, ça a vraiment monté. Donc c'est pour ça que je me dis, putain, en vrai, mais non, est-ce que c'est possible de te dire, putain, en vrai... je sais pas, j'habite dans un bled, je veux réussir en vidéo. Putain, j'ai l'impression que c'est galère, quoi. Vraiment, tu tapes que les projets du quartier. Moi, c'était ça, hein, quand j'étais en Bretagne. Hein, c'est pour ça que ça m'a motivé à venir à Lyon, parce qu'en Bretagne, je faisais les trucs de sport. C'était pas hyper intéressant, et puis il y avait pas... En fait, je voyais pas où il y avait du taf. Je sais qu'il y en a, parce que en fait, j'ai découvert après qu'il y avait des filmmakers que je connaissais pas, qui étaient pas loin de chez moi en Bretagne, et qui faisaient des trucs trop stylés sur des bateaux de course et tout. Tu sais, les races de trimaran et tout là, et il y avait des trucs en FPV, des trucs très stylés, et j'ai découvert ça après, tu vois. Si j'avais su avant, je pense que je les aurais peut-être démarchés, je serais allé les voir, j'aurais discuté, j'aurais assisté à des tournages, et je me serais fait des contacts, tu vois, du réseau dans ce domaine, je pense. Mais je pense que, ouais, je sais pas, en vrai ça peut se trouver partout, ça dépend du domaine qui te fait kiffer, si c'est du corpo ou pas, en effet, comme tu le dis. C'est quoi c'est quoi ta plus grosse source d'inspiration? Déjà, ta source d'inspiration au quotidien, on va dire, ce qui t'inspire. Je crois savoir ce que c'est, mais juste pour être sûr. Et enfin, en gros, ce qui t'inspire à bosser autant dans la vie pour pouvoir réussir tes projets et cet objectif. Et c'est quoi ta source d'inspiration première, on va dire, si admettons, si tu veux dire vidéo, si tu veux dire, je sais pas, un nom. C'est quoi que tu dis en premier, tu vois? Un mec qui m'inspire en particulier en vidéo? En vidéo, ouais. Zmedakid. Non, lui, il est inspirant, ouais, dans ce qu'il fait. Il y a pas que lui, en fait, il y en a pas un en particulier. Il y a plusieurs noms. Hein, Matt Como et Colder, c'était quand même des bonnes refs. Parker Welbeck quand même, parce que dans l'immobilier, je kiffe trop, et genre c'est après un peu le rêve de tous les Américains filmmakers qui se mettent dans la vidéo. Et quand tu fais vraiment des vidéos immobilières, c'est quand même le must. T'es dans la maison, tu fais ce que tu veux. Enfin bref, c'est trop stylé. Ouais, puis la maison. Les maisons sont ouf. Belle, ouais, et puis en fait, ta vidéo, t'as personne qui te met la pression, t'es là, tu fais tes images. Ouais, ouf. C'est trop stylé, c'est vraiment le must. Et ouais, Parker Welbeck, Sam Colder. Enfin, Colder moins maintenant, parce qu'il fait plus grand chose, mais Matt Como, c'est beau, je trouve ce qu'il faisait. Et Zimidaki est bon, ouais. Là, je t'ai demandé qu'est-ce qui t'inspirait dans le domaine de la vidéo. Ouais, la source de motivation. Ta source de motivation première, on va dire. Pas forcément vidéo, mais juste ce qui fait que... Moi, je crois, j'ai répondu à la question, je pense, mais juste pour ceux qui te regardent. C'est quoi qui fait que quand tu te lèves le matin, tu dis putain là, je vais tout donner, tu vois. C'est pour mon fils et ma femme. Oh. Je veux qu'ils vivent dans un monde de paix. Non, vraiment, depuis que je suis marié et que j'ai mon enfant, c'est devenu ma source de motivation, c'est qu'on vive en une harmonie et qu'on ait une vie voilà, qui soit bien et épanouie. Mais même la mienne, en fait, avant que j'ai tout ça, c'était... Cartouche. C'est la voisine. La voisine. C'est pris une claque. Ce qui me motive, c'est juste Bah en fait, je sais pas vraiment, c'est peut-être je pense que c'est de vivre dans un environnement bien, avoir un chez moi qui me plaît, tu vois, moi qui suis assez casanier, tu vois, avoir un environnement qui me plaît, et pour l'avoir, il faut que je bosse, quoi. Et en fait, ça me motive tous les matins quand je me lève et que je me rends compte que je suis dans un appart de 48 mètres carrés et que j'ai envie d'avoir une maison de 200 mètres carrés, je me dis, bah vas-y, c'est ma source de motivation, je vais me bouger le fion, et voilà. C'est juste ça. Et en fait, quand j'aurai peut-être ma maison de 200 mètres carrés plus tard, je me dirais, mec, j'ai ma maison de 200 mètres carrés, mais j'ai pas ma piscine, et du coup, je vais bosser. Et j'aurai pas ma bagnole, du coup, ma RS6, du coup, je vais me dire, je vais bosser. Et en vrai, ça a toujours été
été un peu ça, c'est évolutif et je pense qu'on s'habitue tous en tant qu'être humain à ce qu'on a et à notre environnement, mais c'est juste que voilà, moi je sais pas si c'est tout le monde pareil, mais moi en tout cas j'aime bien quand ça évolue, j'aime bien quand certaines choses changent et pour que ça change il faut se bouger le cul, donc moi c'est ce qui me motive. Et c'est ce qui fait que je me bouge le cul, c'est que derrière il y a un intérêt financier naturellement. Est-ce qu'on rêve pas tous Non, on rêve pas tous, mais on est quand même beaucoup à rêver de gagner 10 000 balles par mois, quoi. Oui, je pense, oui. Voilà, et parce que tu sais que derrière tu t'as plus les mêmes soucis, certes t'as peut-être des soucis, mais c'est plus les mêmes, et c'est quand même charmé. Genre demain j'ai envie de m'acheter un bateau, je suis trop chaud, je vois mes potes qui font du bateau le week-end, qui sont sur Annecy, je trouve ça trop stylé, ils ont leur bateau. Moi j'ai envie d'avoir le mien, tu vois, et je sais que ça a un prix et que pour ça il faut se bouger. Et... Ouais, juste avoir la liberté financière de dire que là, admettons, si je de veux pouvoir acheter un faire truc, je peux le faire sans me prendre la moi, tête. je veux acheter une guitare électrique par exemple, Voilà. bah, juste Tout à fait. je peux le faire en fait. Tu vois. Voilà, je c'est peux ça. pas me dire, ah, putain, c'est quand même 1000 euros. Putain, non, mais c'est une source de motivation. Tu te dis, voilà, je vais économiser pendant 4 mois, et pendant 4 mois, je vais charbonner, et je vais évoluer. Tu vois, je vais faire des petits contrats par-ci, par-là, je vais évoluer chez Picture Element, je vais faire plein de choses. Tu vois, ça peut être plein de sources différentes. Moi, c'est pour ça que j'ai cumulé plusieurs boulots avant. Tu vois, quand je faisais les mariages le week-end, je les vendais 1500 €, et en plus de ça, je me faisais 1500 € en net tous les mois en CDI, tu vois. Donc, je cumulais les deux trucs. À la fin du mois, t'as 3000 €, t'as 22 ans, t'es content, quoi. Tu fais, putain, c'est... Moi, genre mes potes ils ont pas le double, tu vois, et quand tu commences à faire des trucs comme ça, tu trouves l'intérêt, tu te dis ok, c'est quand même stylé avec ces 1500 € que je me suis fait juste en un week-end, tu vois, avec un peu de post-prod derrière, bah finalement je peux les réinvestir dans du matos, je peux me faire plaisir, je peux acheter des choses, et donc tu te rends compte que c'est stylé, et donc tu recommences, tu rachètes des trucs, tu mets l'argent de côté, voilà, tu t'investis dans des choses qui sont cool, tu te fais plaisir, tu fais plaisir à ta femme, tu fais plaisir à ton fils. Donc voilà, c'est ça, source de motivation. Non On n'a pas un peu tous la même source? Si, moi je savais que c'était ça. C'est la moula. Je savais que c'était ça, ta motivation première. En même temps, c'est normal quand t'as une femme que t'aimes et que t'as un enfant, t'as envie de te battre pour justement qu'il soit à l'abri et que du coup vous ayez un peu ces petites libertés aussi avec toi, tu vois. Et même quand je pense que quand t'es seul, c'est aussi une motivation, c'est pour plus tard, tu vois. Tu sais que plus tard tu auras une femme. J'en parlais avec des potes à moi. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est très con mais qui est très vrai. C'est que je disais, même Pierre, je lui disais, tu vois, pense à tes futurs gosses. Ah ouais, non mais c'est et ça, c'est 100%. Ouf, en vrai, comme ça a un impact fort parce que chaque projet que tu fais, que tu veux, dans lequel tu veux investir du temps, de l'argent et de l'énergie, c'est pour plus tard. Si en fait tu te dis que ce projet, putain ouais non, tout, je vais abandonner, juste de dire que je vais abandonner, qu'est-ce qu'il dirait plus tard. Ah ouais, tu vois, moi mon projet Ninja Warrior, si je me dis j'abandonne, en fait mon gamin, qu'est-ce qu'il dira plus tard? Ouais, mais il va te dire, mais non, tu peux pas. Tu peux pas, tu vois. Ouais, genre, ok, t'es pas gagné l'émission, mais juste de dire que tu seras bougé le fion et que tu auras tout donné pour pouvoir arriver et de dire putain mon papa il a fait Ninja Warrior, putain c'est ouf, tu vois. Ouais. Mon papa il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. C'est ça. De dire que putain ton gamin il t'idéalise et il t'idolâtre, tu vois. Ça te motive c'est une source de motivation énervée. Et ça va dans le sens où c'est un peu le même délire, enfin je sais pas, le même sentiment que quand les mecs qui balancent des trucs par terre, des mégots, des trucs comme ça, tu vois, qui polluent, qui font de la merde. C'est le même truc, c'est qu'est-ce que tes enfants dans quel monde vont vivre tes enfants plus tard. Tu vois, c'est un peu le même mode. C'est une source de motivation pour faire les choses bien à l'heure actuelle, te motiver à faire les choses correctement, pour que plus tard, tes enfants ou les générations futures soient dans un monde bien et en même temps se rappellent que ton père a fait les choses ou ton grand-père a fait les choses bien pour que tu sois dans un monde bien. Alors si le monde part en vrille, ce sera pas de sa faute et ce sera pas de la tienne du coup, donc tu pourras quitter ce monde sans regret, tu vois. Ouais. Et c'est important de se dire ça de cette manière-là, c'est une source de motivation encore une fois, comme tu le dis, dans le sport, dans n'importe quel domaine, dans tout et n'importe quoi. Et du coup, dernière question, on va essayer de faire ça assez vite parce que ça fait déjà 1 heure. Là, il va y avoir du montage là. C'est quoi ton objectif final? Pas forcément dans la vie, je parle par rapport à la vidéo, je veux dire. Ouais, en vrai, c'est de faire une Valentin Petit rip. Mais d'être, tu vois, le niveau d'excellence du mec, et la réputation qu'il a réussi à se faire avant de décéder. Je crois qu'il avait mon âge, non? Il avait pas 31 ans?
quelque chose comme ça, ouais, un truc du genre, ou 30 ans. Ouais, il me semble, ouais. Et le mec, il commençait à avoir une réputation de fou dans la vidéo, dans la pub, etc. Et tu vois, il a fait des trucs avec Maître Gims et tout, genre il a fait des trucs pour Nike, pour Adidas, enfin il a fait des trucs énervés. Et il commençait à se faire connaître dans le monde entier, et moi c'est trop ça, tu vois, c'est genre que le monde entier, aujourd'hui, il y a un Stade 360 qui m'appelle, je trouve ça trop stylé, Olympics, monde, tu vois, je trouve ça trop stylé, mais j'ai envie que ça continue, et j'ai envie que demain, il y ait, je sais pas, DJI, tu vois, qui m'appelle et qui me demande de faire un lancement, mais même plus loin, tu vois, ce sera Nike, quoi, si Nike nous demande de faire leur prochaine pub, avec ce qu'ils ont actuellement, bah moi je suis ultra chaud, tu vois, genre. Et c'est d'avoir ce nom en mode ok, les Américains parlent de toi et disent oh, you know Fabien Elec, French shooter, yeah, you know, from Peps, yeah, so we want to work with him on our future video. Oh yeah, wow, amazing, Fabien, French touch, we love the French touch. Et tu vois qu'ils se disent ça, et que ça me fasse voyager aussi, genre de voyager, et puis juste de vivre comme ça, et aussi si possible d'emmener ma famille sur les voyages, tu vois, genre que je fasse profiter un peu Mathilde, Timothée et les futurs enfants de ça, tu vois, quand il y a un tournage à faire. C'est pour ça que j'ai envie d'évoluer dans l'influence aussi, comme je le fais actuellement. C'est sur Insta, les projets d'influence où je fais des collaborations avec des marques et juste des TikTok, des Reels, et ben que Mathilde et Timothée puissent profiter de ces trucs-là, genre je débloque un budget, j'ai carte blanche, ce qui est le cas hein, sur Insta 360 un peu, carte blanche pour faire du contenu, et ben du coup tu te profites de ce budget pour pouvoir en faire profiter ta famille, et voilà, c'est vraiment ça mon objectif, de faire ça, genre, tu vois, mais d'avoir un nom comme ça, ouais, d'avoir un nom dans le domaine, c'est ça, c'est un peu ça l'objectif, tu vois. Bah, moi, c'est pareil. C'est vrai. Ouais, moi ça a toujours été le but en fait pas le but de la vidéo, mais on va dire qu'à terme, ouais, c'est ce que je voulais, tu vois. Enfin, tu sais, moi après j'étais très fan de Stéphane aussi, tu vois. Ouais. Franchement, je suis encore un peu et lui, il s'est fait un putain de nom. Mais ouais, en vrai, bah, la preuve, hein, tu sais, le contenu Walibi, c'est génial. Tu vois, les gens pensaient que c'était Stéphane, alors que pas du tout, tu vois. Mais c'est génial, justement. C'est assez drôle. Mais ouais, c'est de dire que tu vois ce qu'il fait, enfin tu vois ce que les gens font comme Stéphane, comme Valentin Petit, comme Dodo ou comme Colder, tu vois. Et que tu cites juste ce nom-là et que tu dis ouais putain lui c'est un tueur, voilà. Ouais, il est vraiment chaud, tu vois. C'est ça, et que les gens te connaissent. Exactement. Ça va se faire, hein, mais ça va prendre du temps. Mais, c'est ça, peu importe le temps que ça prend. C'est possible et qu'on va réussir, quoi. Regarde Nolan, on le connaît maintenant grâce à ses films, mais tu vois, il est âgé, hein, il a, je sais pas quel âge il a, 50-60 ans. Ouais, c'est plus 50 ans. Et tu vois, il y a 10 ans, 20 ans, quand il avait 30 ans, bah nous, on n'entendait pas parler de Nolan, même s'il faisait des trucs, hein, peut-être que nos parents entendaient, mais moi, je crois pas. Son premier court-métrage, je crois que c'était en 98, je crois. 98 ? Ouais, tu vois, c'est pas si c'est vieux. Il a fait un peu connaître, et après, il a fait d'autres films, je crois, où il a dû faire après Batman déjà. Ouais, bah oui, Batman. Ah oui, mais Batman, je crois que ça l'a fait bien décoller. C'était en 2005. Ça l'a fait décoller de fou, ça. Il y a eu peut-être d'autres avant, mais je crois que Batman, c'est vraiment celui qui l'a vraiment fait marcher. Ça et Interstellar, quoi. Ouais, bon, bah voilà. Écoute, on arrive à la fin un peu de ce podcast. Yes. Bon, c'était bien, ça a duré 1 heure et quelques, sachant qu'on avait des lumières qui se sont coupées plus des galères de micro. C'est pas grave. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu ce podcast avec Fabien. En tout cas, moi, c'était un gros plaisir. C'était vraiment trop cool cette discussion. Yes, merci de m'avoir invité en tout cas. De passionnés et de mecs qui veulent tout défoncer dans la vie, tu vois, c'est trop cool. En tout cas, n'hésitez pas sur Fabien sur les réseaux. French Shooter, c'est ça, je crois. Yes. Ouais, c'est toujours ça, j'ai pas changé de nom encore. French Shooter, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram si vous avez des idées de podcast ou des recommandations, n'importe. Des personnes à inviter. Aussi à inviter. Mathilde Ducroux, t'inquiète, gros, je vais t'écrire. Et taguer les gens directement dans les commentaires de qui vous souhaiteriez. Comme ça, ils verront le podcast et ils se diront putain, ça serait cool, je serais invité, tu vois. Ah, de ouf. Tu vois. Voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao. Tchuss.